Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans Au Féminin, l'émission qui toutefois, en vous divertissant, vous édifie. Et comme je vous le disais, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission, notre terme que nous abordons, les opioïdes. Est-ce une catastrophe pour la jeunesse? Je suis sur ce plateau avec deux invités. Isidore Montchon est avec nous sur le plateau d'Au Féminin et Nora Akaya est sur notre plateau. Nora, Isidore, on est prêt pour cette deuxième partie? Nous sommes prêts. On est content même d'être là. D'accord. On parle d'opioïdes. Est-ce que les boissons énergisantes aussi sont en quelque sorte des opioïdes, vu qu'ils ont en même temps le même effet que les opioïdes? Est-ce que les boissons énergisantes sont des opioïdes? Je dirais oui. Il y a beaucoup de boissons énergisantes qui comportent les mêmes molécules d'opioïdes, tout comme le tramadol, le codéine et tout ce que nous connaissons comme opioïdes. Il y a beaucoup de boissons énergisantes qui contiennent ça. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous allez voir qu'ils ont des effets similaires. Alors Nora, est-ce que vous en consommez? Que pensez-vous de cela? Non, j'en ai jamais consommé. Mais jamais? Oui, jamais. D'accord. Mais j'ai entendu pas mal d'histoires sur ce genre de boissons énergisantes. Et je pense que peut-être c'est l'abus aussi, comme pour les médicaments et tout. Mais est-ce que c'est exactement les mêmes molécules? Je ne sais pas, mais de mon avis personnel, je pense que c'est plus différent, un peu comme la taurine qui se retrouve dans ces genres de boissons et qui, à la longue, donne un effet addictif et tout. Voilà. Souvent, les gens consomment les boissons énergisantes quand ils sont fatigués, quand ils ont envie de faire d'autres efforts, peut-être au lit. Est-ce que, de femme à femme, est-ce que peut-être essayer d'en prendre ou qui en prennent juste pour avoir un autre effet côté... Je pense que... Excusez-moi, pasteur, mais non, je pense qu'il faut indexer les hommes. Oui, mais en fait, je pense que c'est ça. Peut-être qu'il y a plus l'attrait, le premier attrait pour eux. Oui. Et peut-être quand des hommes et des femmes sortent en boîte ou dans des bars, l'on propose même à la fille de boire ce genre de boisson dont je tairai peut-être le nom, vu qu'on est sur un plateau. Et je pense que oui, vraiment, peut-être c'est ça qui est la recherche première pour les jeunes, en tout cas. Voilà. Et les femmes qui en prennent? Est-ce qu'eux aussi recherchent... Peut-être c'est un effet de mode. Peut-être pour suivre leur petite amie. Ou bien voilà. Et peut-être la recherche de plaisir, comme vous l'avez dit. Ou bien vouloir planer. Alors Isidore, qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui. Les femmes qui prennent peut-être 1, 3, 4 bouteilles de ces boissons, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. C'est toujours la recherche du plaisir. On veut planer et on veut avoir aussi de l'énergie et pour pouvoir supporter autant de coups que monsieur voudra. Non, donc ça devient une concurrence? Bien sûr. Est-ce qu'elle est déloyale? Donc, bon, il y a pas mal de pensées qui circulent autour de la consommation là. Et les jeunes, ça, il n'y a rien à dire. On cherche ça pour avoir assez d'énergie. Et il ne faut pas éjaculer. Bon, 2 minutes, 5 minutes après, non. Toi, tu es vraiment... Tu étais trop nul. Oui, tu es Mais nul. Laura, est-ce que de femme à femme, est-ce que c'est parce qu'il a fait 20 minutes qu'il est vraiment bon ou bien est-ce que... Je dirais que toutes les femmes sont différentes. Peut-être certaines préfèrent plus la durée à la qualité. Et moi, personnellement, je ne dirais pas que parce que la personne a fait 5 minutes qu'il est nul. L'essentiel, c'est le contenu. Oui, la qualité. La qualité.
Mais la plupart de ces boissons ou encore de ces produits sont commercialisés par des femmes. Est-ce que réellement elles savent ce qu'elles vendent ou bien elles le savent mais quand même par le gain de l'argent, elles le font quand même? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, il y a des femmes qui savent ce qu'elles vendent et quand vous voyez ces femmes-là, elles sont prudentes, elles prennent des précautions. Les consommateurs les initient au code, au mot de passe. Et il y a des femmes aussi qui ne savent pas concrètement ce qu'elles vendent. Donc, quand tu te pointes, tu dis que tu cherches tel truc. Bon, voilà ça. Mais en temps normal, celle qui sait vraiment la valeur de ce qu'elle est en train de vendre, quand vous arrivez et vous prononcez le nom comme ça là, elle vous dira qu'elle n'en vend pas. C'est ce que nous rencontrons généralement. Donc si je comprends bien, ils ont peut-être un nom entre eux, bien sûr, et dealers et addicts. Voilà. Donc quand toi tu viens directement, tu dis tramadol, je ne vends pas ça. Donc il faut voilà. le petit nom qu'elle connaît. Voilà. Oh, ok. Donc c'est le mot de passe là que tu dois prononcer avant qu'elle ne te sorte ça. Et puis quand elle te voit, elle voit que tu n'as pas l'air d'un consommateur aussi. Elle va te dire qu'elle n'en vend pas. Ou bien elle ne connaît pas ce que tu es en train de dire là. Mais je comprends un truc à peu près, c'est que les boissons énergisantes, là, c'est beaucoup plus accessible alors que les médicaments, si je comprends bien. Tout à fait, tout à fait. Donc, le commercial voit que, bon, par la voie là, ça passe mieux. Donc, le contrôle sur ces boissons n'est pas aussi strict que le produit en gélule ou bien en comprimé. Voilà. Donc, tous les coups sont permis. Donc, quand le commercial, lui, voit que c'est pas là qu'il va vendre son truc là, et puis, ça prépare le terrain pour eux. C'est-à-dire, c'est une manière d'apprendre aux gens à rentrer dans la toxicomanie sans le savoir. Voilà. Donc, quand tu commences avec les boissons énergisantes, après, c'est pas assez fort, tu vas aller vers les comprimés. Que, bon, si vous êtes fatigué, prenez une bouteille de telle boisson énergisante, vous êtes soulagé, vous allez vous sentir bien. Et est-ce que le mélange des deux, par exemple, je prends du tramadol, je mélange à une boisson énergétique, est-ce que le mélange des deux n'est pas quand même chaotique pour l'organisme? C'est dangereux, c'est très très dangereux. C'est très dangereux en ce sens que le tramadol a son effet à part. Et puis l'alcool aussi a son effet à part. Maintenant, c'est les deux qui sont ensemble pour agir. Donc la force est encore augmentée. Et donc, ça va avoir plus d'effet que si c'était une seule drogue ou bien substance. Et donc, au lieu que, par exemple, l'organisme mette, disons, 2 mois avant de capituler pour un produit, alors peut-être dans 1 mois, l'organisme va capituler. Donc c'est là où c'est dangereux. Il y a des gens qui consommaient par exemple du cannabis. Bon, ils n'avaient pas vraiment de problème avec leur consommation, mais le jour où ils ont ajouté autre chose au cannabis, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont eu le problème. Je suis un jeune étudiant, il fumait le cannabis, ça n'avait pas tellement d'effet sur lui. Mais le jour où on lui a donné une autre substance à fumer aussi, donc je ne vais pas appeler le nom. Le jour où il a pris ça, il s'est retrouvé au centre de santé mentale à Zoti. C'est là où il s'est réveillé. Voilà. Et là, il met ses parents dans une situation confortable. Et principalement, à la maison, c'est les mamans qui sont plus proches des enfants. Maintenant, est-ce que c'est parce que les mamans ne sont pas assez regardants ou bien est-ce qu'il y a une certaine laxisme que
On voit, mais on se dit non, tu le fais, mais bon, non, viré, ou bien on t'encourage, on dit, ah, il va continuer. Mais qu'est-ce que vous pensez? Mais en même temps, vous savez, les parents, surtout nos mères, elles ont tendance à idéaliser leur enfant. Peut-être dans un premier temps, elle le remarque, mais elle est peut-être dans le déni. Elle va se dire, non, il peut pas me faire un truc comme ça, il peut pas faire ça. Peut-être des conseils en premier qui seront plus du genre, tu sais, il faut pas suivre tes amis et tout, au lieu d'aller directement. Et puis dans nos sociétés africaines aussi, j'ai remarqué qu'il y a un problème à communiquer directement des parents vers l'enfant et tout. Et finalement, le temps qu'elle accepte ce qui se passe, c'est déjà vraiment très loin. Et comme vous l'avez dit, peut-être il a déjà mélangé les... Mélanger. mélangé n'importe quoi. Et peut-être au final, c'est le coma même qui va le trouver et ils vont dire, voilà. Donc, Et est-ce qu'il y a peut-être des défis que les parents ou les mamans vont rencontrer quand ils vont quand même essayer de sensibiliser? Est-ce qu'il faut sensibiliser ou bien qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? je pense qu'il faut installer un dialogue, peut-être une atmosphère de confiance. Je sais que c'est pas très Très africain. facile, c'est pas très africain, voilà. Mais je pense que c'est l'idéal. Mais en premier lieu, je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de réticence et peut-être de la violence de la part de l'enfant s'il est vraiment ancré dans ces genres d'addiction et tout. Voilà. Et Isidore, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il faut dire que d'abord, il y a les femmes qui ignorent véritablement euh, tout ce qu'il y a autour de la consommation. C'est-à-dire quand les enfants rentrent dans ça, bon, elles ignorent les symptômes, tout ça là, de sorte que l'enfant va progresser dedans. Et c'est vraiment quand ça va dépasser un certain niveau qu'elle s'en rendra compte. Et quand elle va se rendre compte aussi, l'amour qu'elles ont pour l'enfant fait que, au lieu d'être rigoureux, au lieu vraiment, au lieu de traiter l'enfant comme cela se doit, alors peut-être que c'est l'enfant unique, c'est le seul garçon ou bien c'est la seule surtout le fille. phénomène de c'est le seul garçon. Voilà. Donc, on le dorlote et finalement, la maladie grandit. La maladie grandit. Quand un parent identifie son enfant à un moment donné qu'il est en train de consommer une substance, pas même en train de consommer une substance, mais quand Il dérape. le parent voit que le comportement de l'enfant change, Ouais. alors il doit commencer par se poser des questions et commencer par fouiller certaines choses. Par exemple, votre enfant, d'habitude, quand il revient à la maison, il ne reste pas seul dans la chambre. Il est sur la cour, dehors, en train de causer, en train de s'amuser avec les autres enfants. Et subitement, vous constatez dans une semaine que quand il revient maintenant, il reste dedans, à l'intérieur. Mais ça doit susciter quelque chose en vous. Donc, c'est pourquoi nous conseillons vraiment aux parents de connaître chaque enfant. Les enfants sont différents. Voilà, vous devez connaître vos enfants, chacun de vos enfants, par leur comportement. Et si un jour ça commence par changer, alors cherchez à savoir qu'est-ce qu'il y a à la base de ce changement-là. Et généralement, vous allez découvrir la drogue, ou bien vous allez découvrir qu'il y a un autre problème. Et si ce problème n'est pas pris en compte à temps, c'est ce problème-là qui va amener l'enfant à consommer maintenant des substances psychoactives. Donc c'est pourquoi chaque parent doit connaître chaque enfant, chacun de ses enfants. Et quand il y a un petit changement, il doit chercher à savoir quelle en est la cause. C'est important. Je voudrais rajouter un petit truc aussi. Oui. Je pense que aussi il faudrait voir l'entourage des enfants, les nouveaux amis et les nouvelles camaraderies et tout. Je pense que ça peut donner la puce à l'oreille aussi pour savoir ce que l'enfant fait et tout. Mais souvent, il y a des gens,
Ils sont très très bien tellement, vous n'allez même pas imaginer qu'ils Mais feront ce genre de le trucs. dit le pasteur, je pense qu'effectivement, quand un enfant commence à s'adonner à ce genre de choses, je pense que les habitudes, ça change, ou soit les fréquentations, ou les lieux qu'il a l'habitude d'aller et tout. Et franchement, je pense que ça peut donner la puce à l'oreille quand même. Oui, tu avais parlé de communication. Je voudrais revenir sur ça, c'est très important D'accord. que les parents aient vraiment une communication fluide entre eux et leurs enfants. Si vous êtes bien, vous communiquez bien avec votre enfant, le jour où il va découvrir pour la première fois quelque chose de douteux, Oui. quand il va revenir, il vous en parlera. Il vous en parlera. Ah maman, ah papa, on était ici pour s'amuser. Voilà, quelqu'un, un de nos camarades a présenté quelque chose comme ça. Ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça. Et quand tu avais l'habitude de causer avec lui, il va te le dire. Et maintenant, c'est à toi de savoir comment le prendre, de sorte que prochainement, s'il y a autre chose encore, qu'il puisse venir te le dire. Il peut arriver qu'il succombe à cette première tentation même. Oui. Et il va te le dire naïvement. Voilà. C'est ce qui montre que l'enfant est vraiment franc envers toi. De ton côté maintenant, il faut chercher à l'amener vraiment à la raison. Ne pas le brutaliser, mais vraiment de l'amener posément à la raison. Et dorénavant, s'il y a autre chose encore, il te le dira. Mais est-ce que sûrement si l'enfant vient et dit maman, j'ai fait ceci, mais comment dire, le réflexe de la mère, ça serait de ne pas dire au papa en même temps. Noura, qu'est-ce que vous en pensez? Souvent les femmes c'est comme ça, elles vont dire ne dis pas ça à ton papa, mais Il je va te pense tuer. que mais je pense que la mère elle saura gérer. Mais ce qui est bien avec nous les femmes, c'est que quand ça nous dépasse, on sait se reposer sur notre compagnon ou sur notre mari et tout. Et comme il a dit, s'il y a la confiance, quand il y a un petit truc de nouveau, l'enfant veut tout le temps en parler et tout. Bon, à moins que c'est un adolescent, ils sont un peu plus cachotiers. Mais je pense que déjà là, vu que c'est la première, comment on dit ça, la première fois, ce sera beaucoup plus facile pour la mère, même si le père n'en entend pas parler, d'aider l'enfant et tout. Mais bon, je pense que l'éducation, c'est censé, il faut quand même un dialogue entre les parents et ensuite vers les enfants. C'est l'idéal. L'idéal est d'en parler au papa. C'est-à-dire que la maman même va analyser. Il va venir dire quand que c'est tu pas n'éduques bon, pas oui, bien oui, l'enfant, quand c'est pas bon, c'est à cause de on toi. l'avait vu, oui. Oui, mais d'habitude, ce qui arrive est que Oui. si la femme, on reçoit beaucoup de cas, hein, on reçoit beaucoup de cas et la faute est déversée sur la femme. Et quand vous explorez bien les situations, vous allez voir que c'est par peur que la femme n'a pas signalé préalablement à son mari et que la chose est complètement gâtée. C'est quand c'est gâté maintenant que le mari est au courant. Donc, ce qui est mieux, c'est d'informer papa. La maman même doit chercher un moment, un canal vraiment pour en parler à papa. Mais en Afrique, les pères ne sont pas tellement impliqués. Bon, quelques-uns, je ne vais pas me faire une généralité. Tu vas dire, oh, one day, when talk about it, soit, voilà. Il va banaliser ça dans un premier temps. L'homme va dire comme ça, ou bien... Oui. Il y a des hommes, il va banaliser. C'est quand c'est devenu grave, il va dire, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était comme ça, tu vois. Ou bien il va juste dire, ce sont les enfants. En fait, je pense que aussi l'un des problèmes autour de ce sujet, c'est la banalisation. On va dire, oh, il va grandir et laisser ça. Il va grandir et laisser ça. Et au final, non, il ne laisse pas, il grandit avec. Je vais vous expliquer quelque chose. En fait, le problème, c'est quoi? Entre 0 et 22 ans, et jusqu'à 25 ans pour certaines personnes, le cerveau est en croissance. Donc, pendant ce temps, la structure est vraiment fragile et tolère beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce qui concerne les substances psychoactives, le cerveau devient tolérant rapidement à ces choses-là. Et ces choses ont plus d'effet
sur le cerveau dans cette période de croissance. Dans cette période, le cerveau enregistre la sensation à un endroit et veut à chaque fois répéter, refaire l'expérience. Alors que si le cerveau était déjà mature, avant de faire l'expérience, alors là, il aura le temps de dire, ah ça là, ce n'est pas une bonne expérience. Demain, je ne vais pas reprendre. Mais comme le cerveau est immature, donc ça demande, ça enregistre et puis ça demande ça chaque fois. Donc c'est pour cela que la consommation au niveau d'une jeune personne est beaucoup plus additif que au niveau de quelqu'un qui est devenu mature, qui est adulte. Donc c'est pourquoi croissance, il faut surveiller vraiment l'enfant. L'idéal est qu'il ne touche jamais cela jusqu'à l'âge de 25 ans. L'idéal est que l'enfant ne touche jamais. S'il est prédisposé à en consommer lorsqu'il va toucher une seule fois, tu ne peux pas le savoir. Donc c'est pourquoi il faut vraiment éviter ça en ce moment-là. Mais est-ce que ces substances, que ce soit les opioïdes, que ce soit encore les boissons énergisantes, est-ce qu'ils ont le même effet sur les femmes comme sur les hommes? Bon, les effets diffèrent un peu quand il s'agit de femmes ou bien de l'homme. Les femmes sont beaucoup plus atteintes, c'est-à-dire que l'effet... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que franchement, les femmes sont plus atteintes? Je suis très étonnée parce que, bon, je ne suis pas vraiment dans le domaine comme le pasteur. Et moi, je pense que l'idée qui est beaucoup plus répandue, c'est que c'est les hommes qui sont beaucoup plus accros, notamment les aide-man, les lycéens et tout. Franchement, je n'ai jamais entendu d'histoire sur une femme qui est accro. Mais bon, entre autres, je ne suis pas encore... Non. Et... je n'interromps pas, mais oui, ce que je voudrais dire, c'est que quand on prend 4 femmes qui commencent par consommer, on prend 4 garçons qui commencent par consommer, ils ont les mêmes quantités chaque période ou bien chaque fréquence donnée, vous allez voir que les femmes vont commencer par développer l'addiction beaucoup plus vite que les hommes. Ou bien au niveau des femmes, vous allez vite remarquer les effets nuisibles de la consommation qu'au niveau des hommes. C'est ça que je parle. Oh, je comprends mieux. C'est ça. C'est ça. Donc, le temps que, par exemple, sur la procréation au niveau de l'homme, n'est pas la même chose au niveau de la femme. La femme, c'est rapide. C'est rapide, ça va agir rapidement sur le système de procréation que chez l'homme. Donc voilà un peu les différences qu'on a. Et alors, vous faites partie de la Croix-Bleue du Togo. Quels sont les défis que vous rencontrez souvent par rapport à la sensibilisation des jeunes sur ce phénomène? Oui, les défis sont énormes. Ils sont énormes. Les jeunes ne veulent pas qu'on aborde le sujet. Ça, il faut dire la vérité. Ils ne veulent pas qu'on aborde le sujet. Et quand vous êtes annoncé comme étant des personnes qui vont aborder ce sujet-là, bon nombre d'entre eux boycottent la séance. En ces derniers temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous n'abordons pas directement le problème en question. Par exemple, nous voulons parler ce soir, par exemple, des opioïdes, ou bien de l'alcool, du cannabis. Mais nous n'allons pas parler de ça. Nous allons dire, par exemple, nous voulons parler du cerveau de l'homme. Bon, comment est-ce que le cerveau fonctionne? Et c'est en parlant de ça maintenant que nous allons voir ce qui peut entraver le fonctionnement du cerveau. Et c'est là que nous allons évoquer les substances, la consommation des substances psychoactives. Et là,
ça rentre en douce et tout le monde est emballé sans. Tout le monde est effectivement emballé. Là, je vous embarque dans notre rubrique. Et si c'était toi? Bienvenue dans votre rubrique Si c'était toi. Chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur la télévision Sommet et dans votre émission au féminin. Dans cette rubrique, on vous expose une histoire et vous allez nous dire, et si c'était vous, qu'auriez-vous fait? On sait très bien donner des lourds conseils, oui ça on sait très bien le faire, mais quand nous nous retrouvons nous-mêmes dans la situation, nous devenons des bobos. On ne sait plus où prendre de la tête. On est figé. L'histoire d'aujourd'hui nous est rencontrée par Gisèle. On l'écoute. Je m'appelle Gisèle. J'ai 26 ans. Je suis en couple avec Bruno. Tout allait bien jusqu'au jour où, en faisant du bricolage, Bruno a eu un mouvement maladroit qui lui a causé une douleur au dos. Cette douleur persistait et nous avons dû nous rendre à l'hôpital. Là-bas, on lui a prescrit des médicaments. Bien que la douleur ait légèrement diminué, Bruno a continué à prendre ses médicaments. J'ai remarqué un changement dans son comportement. Il devenait de plus en plus nerveux et parfois agressif. Inquiète, j'ai décidé de retourner chez le médecin pour lui expliquer la situation. Il m'a demandé de revenir avec Bruno. Lors de cette consultation, Bruno a pu expliquer au docteur qu'il ressentait toujours des douleurs à son dos, ce qui justifiait sa prise continue de médicaments. Après un examen, le médecin a assuré que tout allait bien. Cependant, malgré les assurances du médecin, Bruno a continué à prendre ses médicaments ainsi que d'autres substances. Face à cette situation, j'ai pris la décision de cacher les médicaments. Depuis quelques jours, nous cherchons ensemble ces médicaments disparus. Bruno a assuré que tout était entré dans l'ordre, m'a rassuré. Cependant, ma joie a été de courte durée. En parcourant ces messages, je suis tombée sur une conversation entre lui et un vendeur de médicaments. Choquée, j'ai immédiatement appelé le numéro, menaçant de dénoncer le vendeur à la police. Et je lui ai demandé de bloquer le contact de Bruno, ce qu'il a fait. J'ai peur que Bruno découvre cela. Quelle sera sa réaction? Je ne veux que son bien. Ai-je bien fait? Ou est-ce que je l'expose encore plus? Si c'était vous, qu'auriez-vous fait? Alors, Nora, qu'auriez-vous fait à la place de Gisèle, si c'était vous? À la place de Gisèle, je pense que dans un premier temps, j'allais peut-être m'informer un peu plus sur les addictions auprès du docteur. Et là, peut-être en discuter avec Bruno. Je sais que ça ne sera pas vraiment facile parce que je pense qu'il est vraiment accro et tout, et peut-être qu'il peut montrer quelques violences. Mais je pense que, ou soit peut-être même, si ça va vraiment loin, j'irai jusqu'à mettre un ultimatum sur la relation. Tu arrêtes ou voilà, la relation s'arrête. Je sais que peut-être ça sera vraiment la solution de dernier recours. Mais entre autres, je vais vraiment chercher de l'aide auprès des médecins, essayer d'en parler avec lui ou même essayer de l'amener vers des associations ou des centres. Et je ne pense pas que terminer sa vie, bon ça c'est un petit conseil pour Gisèle, je ne pense pas que terminer sa vie avec quelqu'un qui est accro à des substances soit l'idéal. Et que peut-être, s'il ne veut pas arrêter, elle devrait peut-être penser à elle. Mais du coup, si Bruno peut-être apprenait, vu que le numéro de celui qui lui livre ses médicaments, il a bloqué. Je ne pense pas que Bruno va l'apprendre, mais je pense plutôt que Bruno va trouver un nouveau fournisseur, simplement. Ce sera ce qui va se passer. Il va peut-être se dire qu'il s'est fait choper ou un truc comme ça, au pire. Il va simplement trouver. Mais si c'est le cas où il le sait vraiment, je pense que ça peut devenir très violent entre elle et son chéri. Donc si c'était vous, vous l'amenez vers des spécialistes pour plus... Je vais m'informer toute seule en premier et savoir comment peut-être m'approcher de lui ou bien comment est-ce que je pourrais l'aider. Et ensuite peut-être on va aller vers des associations ou vers des centres. Mais
voilà, si tout ça, ça n'avance pas, je préfère continuer ma petite route de princesse. D'accord, Nora. Alors, Isidore, qu'est-ce que vous, si c'était vous, qu'auriez-vous fait? Oui, je pense que Nora a bien réagi. Il faut aller à l'information. D'abord, la toute première des choses à faire, il faut aller à l'information parce que on ne peut pas forcer un consommateur d'opioïdes ou de substances psychoactives à laisser tomber. Ça ne marche pas. Donc, il faut trouver des moyens pour amener la personne à prendre elle-même la décision d'en sortir. Et comme ça, vous allez l'aider à sortir de l'addiction. Donc, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Ce n'est pas cachant. Elle a vite su ou bien vite réalisé que ce n'est pas le fait de cacher ces produits-là qui a été la solution. Mais il va trouver tous les moyens. Il va se donner tous les moyens pour en trouver encore. Donc, il faut bien discuter avec lui. C'est-à-dire, après avoir allé aux informations, il faut discuter maintenant avec lui dire clairement que tout ce qu'il est en train de faire, et il est en train de le cacher, que vous le savez. Vous êtes au courant que c'est comme ça. Et vous savez que maintenant, ça dépasse sa compétence. Que ce n'est pas lui-même qui veut, mais c'est plus fort que lui. Et il a besoin d'aide. Et comme ça, vous pouvez l'amener vers les professionnels pour qu'il soit pris en charge. D'accord, merci Isidore, merci à Nora, merci à vous d'avoir partagé ce plateau avec moi. C'est avec plaisir. Merci à toi aussi, c'était un bon moment de partage. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Prenez soin de vous, rendez-vous prochainement. Bye bye.